Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne podcast GloryDev, entreprise dans le numérique. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Stéphanie qui va nous parler de l'entrepreneuriat. Bonjour Jérôme, pourrais-tu nous parler de ton domaine? Salut Laurent. Moi je suis Jérôme Stéphanie. Je dirige la société qui s'appelle DRH66. DRH66, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les ressources humaines et qui va travailler suivant la volonté et l'autonomie des entreprises par rapport à ce domaine-là. Pour une entreprise par exemple qui souhaite être complètement autonome dans les ressources humaines, on va pouvoir lui proposer de la formation. À l'extrême opposé, une entreprise qui souhaite absolument pas mettre les mains dans le cambouis des ressources humaines, on va lui proposer un service RH clé en main. Et après, on a tout un ensemble d'outils intermédiaires. On va proposer du consulting RH pour mettre en place des outils, créer des documents, faire du recrutement, tout ce genre de choses. Voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, DRH66 est une entreprise spécialisée dans les ressources humaines. Jérôme, une question pour toi. Quels sont les statuts aujourd'hui qui permettent à l'entrepreneur de se protéger et d'avoir une certaine flexibilité au niveau des charges? Eh ben, écoute, tu sais, en France, il y a énormément de statuts juridiques. Et je vais t'en parler surtout de trois principalement. Peut-être les plus connus, la SARL, la SAS et l'entreprise individuelle. Au jour d'aujourd'hui, celle qui, en fait, on peut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Voilà, parce que tu prends la SARL, tu vas dès le départ payer des charges qui vont te permettre d'avoir des droits pour pouvoir avoir, si tu es malade, tout ça et tout, tu auras des droits. Mais c'est pas celle qui protège le mieux. Voilà. À la différence, la SAS, elle, tu payeras des charges uniquement si tu te verses un salaire. Mais par contre, les charges seront beaucoup plus élevées au moment où tu vas payer que celles de la SARL, mais elles vont mieux te protéger au point de vue maladie et te préparer à la retraite puisque tu vas pouvoir avoir des droits à retraite plus conséquents qu'en SARL. Et ensuite, tu as celle que les gens connaissent, mais pas forcément très bien, c'est l'entreprise individuelle, puisque l'entreprise individuelle, tu peux choisir aussi ton régime fiscal qui, lui, va dire comment tu vas payer tes taxes et tes impôts. Et dedans, tu as l'entreprise au réel, c'est-à-dire celle où tu vas pouvoir déduire toutes tes charges que tu auras eues professionnellement, et celle qui s'appelle la micro-entreprise, et c'est celle que tout le monde connaît sous le nom de l'auto-entrepreneur. En fait, c'est le statut juridique de l'entreprise individuelle avec le régime fiscal de la micro-entreprise, et c'est ça l'auto-entreprise. Et ben, l'auto-entreprise, c'est un peu comme la SAS, c'est-à-dire que tu vas payer des charges uniquement si tu as de la rentrée d'argent, d'accord, donc de la trésorerie. Euh, la différence entre tout ça, c'est que en fait, il va falloir que tu jauges par rapport à ta situation personnelle, ta situation, donc ta vie privée, ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux rester toujours tout seul? Est-ce que tu veux être à plusieurs? Tout ce genre de choses. Et ben, c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire des choix. Et donc, il n'y a pas de statut juridique idéal de nos jours. En fait, ça dépend des stratégies que tu auras. Si je peux te donner un exemple, moi, quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais en même temps au Pôle emploi, donc je touchais du Pôle emploi, et donc pour pouvoir avoir de la trésorerie pour mon entreprise, j'ai fait le choix de la SAS, enfin la SASU exactement, c'est la SAS avec un U pour unipersonnel parce que je suis tout seul, d'accord. Et donc, comme je ne me verse pas de salaire, le Pôle emploi me verse mon indemnité à taux plein. Si j'avais fait le choix de faire l'auto-entreprise, tous les mois, je devrais déclarer le chiffre d'affaires que
que j'ai à Pôle emploi, et Pôle emploi déduirait de mes indemnités mon chiffre d'affaires. Donc voilà, donc j'ai fait un choix stratégique à ce moment-là. Mais après, rien n'est figé. C'est le charme de la loi française, c'est si on veut, on peut changer à tout moment. Mais par contre, c'est des démarches administratives, des fois c'est lourd, c'est long, c'est coûteux. L'idéal c'est de se faire accompagner. Le top c'est aller voir un juriste en droit des affaires et lui, il saura vous conseiller suivant votre situation. Voilà. Mais alors, Jérôme, quelles sont les grandes étapes avant de créer sa structure? Déjà, la première étape, avant même de vouloir créer, c'est de se connaître soi-même. Parce que il faut avoir l'envie de créer une entreprise. Tout le monde n'a pas envie de créer une entreprise. Il y en a qui veulent rester salariés toute leur vie. S'ils ont envie de rester salariés, qu'ils y restent. Voilà. Après, celui qui a envie de créer, à ce moment-là, eh ben, il va devoir, je pense, la première étape, c'est connaître un métier. Parce que je pense pas, enfin il y en a peut-être qui le font, mais en tout cas, se lancer dans une entreprise et pas connaître le métier de l'entreprise qu'on va créer, je pense qu'il va se créer des difficultés dès le départ, qui vont être supplémentaires à tout ce qu'il y a derrière le métier de chef d'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a ce métier, qu'on a envie de faire ce truc-là, c'est de faire ce qu'on appelle la fameuse étude de marché. C'est-à-dire déjà commencer à en parler autour de soi, dans sa famille, dans son cercle d'amis, ce genre de choses, pour avoir déjà un premier retour. Peut-être aller faire des recherches sur Internet, voir est-ce que ce métier il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce que je suis dans la réalité, en dehors de la réalité, tout ce genre de choses. C'est aller rencontrer et discuter avec d'autres entrepreneurs. Il existe un million d'endroits où on peut discuter avec des chefs d'entreprise. On peut aller, je sais pas moi, à la CCI, ce genre de choses, dans des clubs d'entreprise. Et même si on n'est pas encore entrepreneur, donc du coup, ça permet de voir, de discuter avec eux, voir s'il y a un marché, voir si j'ai les compétences pour accéder à ce marché. Et derrière, après, à ce moment-là, moi je dis, on va commencer à chercher son premier client avant de faire les démarches administratives. Pourquoi? Parce que suivant le statut juridique dont on a parlé tout à l'heure, vous allez peut-être devoir payer des charges tout de suite alors que vous n'avez même pas de client. Autant chercher d'abord un client. Et déjà, si vous avez votre premier client, ça veut dire que ce que vous faites, il y a des gens qui sont intéressés pour payer. Donc, du coup, cette entreprise-là, elle est intéressante. Donc, faites votre étude de marché, trouvez votre client, et après, faites les démarches administratives. Et vous allez voir déjà, les démarches administratives, il y a de la paperasse à faire. Donc, vous verrez. Peut-on avoir des partenaires avec le statut d'auto-entrepreneur, Jérôme? Eh bien, écoute, ça dépend de ce qu'on appelle partenaire. Si partenaire, tu entends associé, à ce moment-là, c'est non. Puisque auto-entrepreneur, statut juridique, entreprise individuelle, il y a le mot individuel, donc tu es tout seul et seul maître à bord. D'accord? Ensuite, si partenaire, tu entends salarié, tu as le droit. Mais par contre, attention, tu as tellement de charges que c'est peut-être pas forcément le bon statut juridique et le bon régime fiscal de choisir l'auto-entreprise parce que tu vas payer beaucoup de charges pour ce salarié. Et donc, et comme tu seras en auto-entreprise, tu pourras rien déduire, donc ça va te coûter très cher. Mais ensuite, si tu veux créer des partenariats avec d'autres entreprises, alors là, je dis oui à 100%. Et après, moi, je les ai classés en deux catégories. J'ai classé les premiers partenaires dans la catégorie des collègues. C'est ceux qui vont faire le même métier que toi, mais qui vont peut-être avoir une compétence supplémentaire. Et du coup, vous allez pouvoir vous entraider les uns des autres. C'est-à-dire, vous arrivez à vos limites sur un certain dossier, vous appelez votre collègue qui fait la même chose, qui lui sait faire, et inversement. Ça, c'est possible. C'est aussi mutualiser tous les moyens que vous avez ensemble, tout ce genre de choses.
Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle le partenariat de partenaires, tout simplement. C'est des gens qui ont des métiers différents, mais qui peuvent être aussi complémentaires. Je prendrai l'exemple, vous savez faire, vous faites de l'image, de l'audio, quelque chose comme ça, mais vous ne savez pas faire de montage, ben vous allez prendre quelqu'un qui sait faire du montage. Vous êtes en informatique, vous avez le webmaster et le community manager, c'est pas le même métier. Voilà. Donc, le partenariat, c'est possible. Après, il faut trouver des astuces pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir se rémunérer tous. Voilà, donc se donner des limites au travers de contrats, de chartes, tout ça. Mais après, ça peut se faire aussi dans la bonne entente. C'est ce qui se fait le plus souvent. Mais attention, autant mettre des garde-fous au maximum, on ne sait jamais. Quelle qualité doit-on avoir pour entreprendre, Jérôme? Bah, écoute, moi, j'en vois quatre principales. Après, c'est mon point de vue, il y en a d'autres, hein. Mais pour moi, la première, c'est la passion. Il faut aimer ce que l'on fait. Parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Si on n'aime pas ce que l'on fait, ça va être très difficile. D'accord? La deuxième, c'est de la rigueur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives à faire derrière, la fameuse compta, même en auto-entrepreneur, il y a pas mal de. Il faut déclarer son chiffre d'affaires. Si on ne déclare pas, on prend 51 euros d'amende, ce genre de choses. Donc voilà, il faut de la rigueur. Ensuite, il faut de la curiosité. Il faut être curieux. Il faut vouloir se former, suivre l'évolution de son marché, découvrir d'autres pratiques. Je sais pas moi, apprendre à connaître aussi son client. Parce que peut-être lui proposer un service différent, voilà, ce genre de choses. Et la quatrième, qui est peut-être la plus importante, c'est la persévérance. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Il faut tenir quand tout le monde vous dit ça va pas marcher, et que final vous continuez ça et que ça marche, là vous êtes heureux. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il y avait le fabricant des aspirateurs Dyson, il avait fait 3000 ou 5000, je ne sais plus exactement le chiffre, donc 3 ou 5000 modèles différents avant de trouver le bon aspirateur. L'inventeur de l'ampoule électrique, il avait fait aussi des milliers. Enfin voilà, il y a des tonnes d'exemples comme ça. C'est la persévérance. Même un Bill Gates ou un comment ça que s'appelle Steve Jobs, eux et aussi, ils ont été persévérants parce qu'à un moment donné, ils étaient dans le rouge, et ils ont continué et c'est ce qui a fait leur succès. Donc la persévérance, c'est peut-être la, la qualité principale qu'il faut avoir. Quels sont les organismes qui peuvent nous aider dans nos démarches? Il y en a plein. Euh, on s'en doute pas, mais il y en a plein. Tu as déjà Pôle emploi, pour ceux qui sont au Pôle emploi, ils ont un petit atelier découverte du monde de l'entreprise pour découvrir un petit peu ce que l'on veut faire. Mais après, tu en as d'autres. Tu as les incubateurs, comme l'Incube par exemple, qui sont là pour aider ceux qui ont un projet mais qui ne sont pas encore assez aboutis. Après, un peu plus loin, tu as les pépinières d'entreprise. Sur le département des PO, il y en a deux, une à Rivesaltes et une à Céré. Donc voilà, il y a les pépinières d'entreprise qui peuvent te donner un coup de main. Ensuite, tu as les fédérations d'entreprise aussi. T'as la CCI, qui est la plus connue, la Chambre de commerce et d'industrie, la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Tu as l'ORIFPS, c'est ceux qui s'occupent des professions libérales. Donc voilà, t'as tous ceux-là qui peuvent te donner un coup de main. Tu as aussi le conseil général qui peuvent te donner un coup de main. Tu as la région Occitanie aussi qui ont des trucs. Et après, tu as des associations aussi et des entreprises qui sont spécialisées dans ces domaines-là. Tu as une association qui s'appelle par exemple l'UPE 66, qui a un parcours d'accompagnement aux créateurs d'entreprises. Et une entreprise, pas une entreprise, pardon, une association qui s'appelle la BGE, dans laquelle DRH 66 se fait pas mal de formations, qui est un endroit où on va accompagner des créateurs d'entreprises,
depuis le projet jusqu'à la création d'entreprise et après la création d'entreprise, puisque elles vont donner des clés, par exemple, nous, sur DRH66, on forme sur ce qu'on appelle la mallette du dirigeant, qui est tout un ensemble d'outils pour les chefs d'entreprise et donc pour apprendre à maîtriser son métier de chef d'entreprise. Du coup, Jérôme, quels sont les sites qui nous facilitent la vie? Et ben pour tes démarches, en fait, t'as déjà tous les sites des sociétés que je t'ai communiqué tout à l'heure, là, tous ceux qui peuvent nous aider. Mais tu as aussi le site qui s'appelle bpifrance.fr qui va te donner plein d'infos. Tu vas pouvoir créer ton business plan, tu vas pouvoir avoir plein d'outils pour pouvoir créer ton entreprise. Et après, une fois que ton entreprise est créée, tu peux aller sur economie.gouv.fr, t'inscrire à la newsletter et on va dire tous les 15 jours à peu près, tu vas recevoir une newsletter avec des infos et, et que je trouve top parce que c'est adapté au moment où tu en as besoin. C'est-à-dire que ils vont te parler, je sais pas, de la cotisation foncière des entreprises au moment où il va falloir faire la déclaration de la cotisation foncière des entreprises. Elle va te parler je sais pas, de n'importe quoi et au moment où ça sera le moment de le faire. Et donc, du coup, c'est super intéressant, c'est très riche, c'est très varié. En plus, sur ce site-là, on peut trouver plein d'infos, autant à la fois pour la vie professionnelle que pour la vie privée. Et donc, on peut trouver plein de choses là-dessus. Jérôme, as-tu une méthode infaillible pour démarcher les prospects? Eh ben non. Je te, je te prends à contre-pied. Non, je n'ai pas de méthode infaillible. Parce que on a autant les commerciaux purs et durs qui, eux, vont faire du démarchage direct, faire du porte-à-porte, du phoning, du mailing, du je sais pas quoi par la boîte aux lettres. Enfin voilà, ils vont passer par des méthodes directes. Ça, c'est pas mon truc. Après, bon, voilà, chacun doit trouver son outil adapté. Moi, je suis plutôt le genre petit poussé, c'est-à-dire je sème des graines un petit peu partout. Je vais à des clubs d'entreprise, notamment ceux dans lesquels je fais partie, comme le Dinabar, Révélez-vous, ou alors le club FACE, qui est la Fondation Agir contre l'exclusion, qui est un club qui me tient à cœur parce que j'ai cette âme sociale, on va dire. Mais après, je vais aussi, lorsqu'il y a des regroupements locaux, quand il y a la fête des voisins, j'ai toujours des cartes de visite sur moi. J'ai découvert qu'un voisin était chef d'entreprise, hop, je lui ai glissé ma carte. Lorsqu'il y a n'importe quel événement, j'y vais et j'ai toujours sur moi des cartes de visite. J'en ai dans la voiture, j'en ai partout. J'en ai même mis dans le portefeuille de ma femme pour vous dire. Donc je fais partout. Je sponsorise une équipe du rallye Aïcha des Gazelles. Je sponsorise aussi le club de rugby de mon fils. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Après, j'essaie de communiquer sur les différents réseaux sociaux. J'ai un site internet, voilà, j'utilise Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà, tous ces trucs-là. Et donc, une méthode, non, il n'y en a pas. Enfin, moi, j'en ai pas, en tout cas. Quels sont les logiciels qui peuvent être utiles à l'entrepreneur du coup? Eh ben, des logiciels, tu as ben, déjà le pack office, hein, tout simplement, le fameux tableur, le fameux traitement de texte qu'il faut avoir pour écrire tes lettres, pour faire tes chiffres, tout ça. Mais après, il y en a certains qui sont devenus obligatoires depuis le 1er janvier 2020. C'est tout ce qui est estampillé loi antifraude, notamment pour la facturation, par exemple. Alors moi, j'utilise un qui est gratuit, donc je vais vous le donner. Il s'appelle Henry, henrri.com, qui est un logiciel de facturation gratuite. Donc voilà. Ensuite, j'utilise aussi un qui s'appelle Team Time, je ne sais pas comment on le dit, c'est TIIME.fr et qui est un logiciel gratuit aussi de comptabilité et qui fait aussi la facturation.
La différence entre Henry et Time, c'est que Henry, lui, il va pouvoir gérer toute la gestion des relances lorsque vous avez des problèmes, donc avec différents niveaux, une relance simple, une relance virulente, très virulente, voilà, ils ont différents degrés, donc ils vont vous faire ce genre de choses. Donc moi j'utilise ces outils-là parce que depuis qu'on est obligé d'avoir la facturation avec un logiciel dit loi anti-fraude, donc voilà, ces logiciels-là sont loi anti-fraude, donc on peut les utiliser gratuitement. Donc, moi j'utilise essentiellement des choses gratuites, mais après, euh, quand on est suivant son métier, après on va utiliser des logiciels typiques à son métier, et à ce moment-là, bah oui, il faudra revenir sur des versions payantes, parce que je pense pas qu'il y ait des logiciels gratuits pour tout. Voilà. Jérôme, très souvent, il est difficile de gérer en fait l'équilibre professionnel-privé. C'est vrai que quand on entreprend, on a toujours l'habitude, en fait, grosso modo, de tout mélanger. Comment tu gères cela? Alors, moi, c'est vrai que je suis dans une situation, c'est que je travaille à domicile. Donc, il y a ceux qui ont leur propre bureau, donc eux, bah, quand ils rentrent à la maison, bah, ils peuvent couper, on va dire. Moi, c'est chez moi, c'est sur la table du salon. Pour l'instant, je n'ai pas encore de bureau. Mais comment je gère ça? C'est déjà faire en sorte que, parce que aussi, pour savoir ma situation, je suis marié et j'ai deux enfants. Et l'idée, c'est déjà quand j'ai des enfants, c'est de travailler le moins possible. Essayer de se couper quand c'est le soir, essayer de ne pas se coucher trop tard. Mais après, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Euh, donc, un outil que j'utilise, par exemple avec ma femme, c'est on utilise un agenda partagé. C'est-à-dire que je vois quel est son planning, elle voit le mien, et ça permet de savoir à quel moment on a un souci pour aller récupérer les enfants, par exemple, à quel moment je peux prendre mes rendez-vous, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un équilibre. Cet équilibre, il n'est pas forcément évident, je dirais, il est propre à chacun, parce qu'il y en a qui vont travailler le week-end, euh, il y en a qui vont travailler tout le temps, et il y en a qui vont faire en sorte de vraiment couper. Et après, ça dépend aussi du métier que l'on fait. Si on a un métier plus intellectuel, un métier plus manuel, c'est pas la même chose. Voilà. Donc après, voilà, cet équilibre-là, je pense qu'elle est propre à chacun. Et moi, dans mon cas, ben, on a réussi à trouver un équilibre avec ma femme. Et en fait, c'est une, on s'est créé des codes avec ma femme et mes enfants. C'est quand je ferme la porte du bureau, ben, ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit parce que j'ai un appel important. C'est tout ce genre de choses qu'on peut faire, mais en fait, le truc, c'est qu'on est obligé d'impliquer un petit peu toute sa famille. Et, euh, et donc, cet équilibre-là, il viendra du fait que la famille se sente impliquée aussi dans le projet de vie de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Nous vous remercions donc de nous avoir suivis et nous reviendrons très prochainement avec un autre sujet captivant. Merci, au Merci revoir. Laurent.